La poussière d'étoiles était plus facile à analyser que le silence laissé par sa sœur. Le chiffre clignotait encore sur mon écran 0337. Le cycle nuit artificiel. La cabine, un rectangle de métal impersonnel, sentait l'air recyclé et la sueur froide. Le silence, lui, était une présence physique. Il se glissait sous la porte, s'étirait dans l'espace entre mon lit et mon bureau, un vide que rien ne comblait, pas même les rapports d'exobiologie. J'avais passé l'heure à fixer les courbes de compatibilité atmosphérique de Kittrup. Des lignes nettes, des données propres. Rien de l'ambiguïté visqueuse d'un chagrin. Mes doigts, fins et marqués de petites cicatrices anciennes, tremblaient légèrement. Pas de fatigue. Une tension électrique, une impossibilité de tenir en place. Le souvenir était tapi dans l'angle mort de ma conscience. Un poids qui refusait de se laisser analyser, cataloguer, classer. Le visage de Lona, pâle sur l'oreiller blanc. Le choix que j'avais fait, le protocole personnel que j'avais enfreint, fuir. Ici, à des années-lumière de ce lit de mort, chaque silence était une réplique de celui que j'avais laissé derrière moi. Je me levai. Le sol froid traversait la fine couche de mes chaussettes. Mieux valait l'usure physique que la torture du souvenir. Les couloirs principaux de l'Odyssée étaient des artères vides. La lumière, tamisée en mode nuit, dessinait des ombres longues et bleutées sur les parois lisses. Mes pas résonnaient, un écho solitaire qui précédait et suivait ma progression. Je croisais des portes de cabines scellées, derrière lesquelles l'équipage actif dormait d'un sommeil léger, ou veillait sur ses propres fantômes. Le vaisseau, ce géant de 2 km de long, gémissait parfois. Une contraction métallique, le lointain grondement des systèmes de recyclage dans les entrailles. Des bruits de vie artificielle qui soulignaient l'absence d'userais. Je passais devant un hublot. Le noir y était absolu, sans étoile à cette vitesse. Un miroir parfait. Je n'y vis que mon propre reflet, un visage tiré, des yeux cernés cherchant quelque chose qu'ils ne trouveraient pas dans le vide. Je détournai le regard. L'objectif était simple, concret, une vérification de routine au sein de cargaison, un prétexte. Un moyen de remplir le crâne de procédures, de listes de contrôle, de la réalité tangible des échantillons minéraux et des sondes en stase. N'importe quoi pour étouffer le bourdonnement persistant de l'abandon. Mieux valait l'usure physique que la torture du souvenir. Elle se dirigea vers l'essa de cargaison, son souffle faisant écho dans les couloirs vides, le sas gémit en s'ouvrant, révélant la cathédrale sombre et froide de la cargaison. Au centre, le réservoir de Kittrup pulsait d'une lueur d'instrument. L'air sentait l'ozone et le métal stérile. Mes pas résonnaient sur la grille du plancher, un son net qui se perdait dans l'immensité du hangar. Je m'approchai. Le réservoir était un cylindre de polycarbone renforcé, haut comme 3 hommes. À l'intérieur, dans une solution d'ammoniac maintenue à 2 degrés Kelvin, flottaient les échantillons. Des roches, des carottes de glace prélevées dans la calotte polaire nord. Des spécimens biologiques en stase, encapsulés dans des nœuds de gel silencieux. La lumière des moniteurs bleutés jouait sur la surface lisse, projetant des ombres mouvantes sur les caisses de stockage alentour. Je posai la pomme contre la paroi. Le froid mordit ma peau à travers le gant. Kittrup. Un monde jugé classe, monsieur Marginal. Les données préliminaires parlaient d'une biochimie à base de silicium, d'une atmosphère ténue mais respirable après acclimatation. Un espoir. Mon stylo électronique crissa sur l'ardoise, notant les températures, les niveaux de pression, des chiffres, des faits. Il remplissait l'espace, repoussait l'image d'un lit d'hôpital, des draps blancs, d'une main qui se tendait dans le vide. Un sifflement aigu déchira l'air. Je levai les yeux. Une gerbe d'étincelles jaillit d'un conduit de maintenance au plafond, à 15 mètres de hauteur. Un fragment incandescent, un débris de métal, un résidu de micro-impact non détecté, se détacha dans un crépitement bleuâtre. Il tomba. La trajectoire était lente, presque gracieuse. L'impact fut un coup sourd, étouffé contre le flanc nord du réservoir. Le silence qui suivit fut plus lourd que le bruit. Puis vint un craquement, fin, sec, comme une branche morte sous le givre. Je vis la fissure apparaître, une ligne noire et sinueuse qui grandit à vue d'œil, se ramifiant comme une veine éclatée. Un filet de brouillard glacé s'en échappa, serpentant vers le sol avec un sifflement traître. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Les protocoles défilèrent dans ma tête, une litanie inutile. Alerte de brèche, évacuer la zone, activer le SCA, mais l'échantillon, la contamination, la perte. Je bondis vers le panneau de contrôle mural, mes doigts agiles déjà en action avant que ma pensée ne se formule. Désactiver la séquence de purge automatique, gagner du temps. La fissure s'élargissait. Le polycarbone gémissait sous la pression différentielle. Un sifflement aigu déchira l'air, différent, strident, l'alarme. Les lumières passèrent au rouge clignotant, baignant la cathédrale de cargaison dans une lueur de crise. Une fissure fine et noire zébrait maintenant la cope de notre espoir et quelque chose de Kittrup commençait à fuir dans l'air de l'Odyssée. Une sirène stridente déchira le silence, si violente qu'elle sembla faire vibrer les os des Lara.
La lumière blanche du vacilla, clignota une fois, deux fois, puis se stabilisa dans un rouge agressif. Le panneau de contrôle au-dessus de la porte passa du vert au jaune, puis au rouge en moins d'une seconde. Un cliquetis sec retentit dans les gonds du principal. Verrouillé. Je reculai d'un pas, mon souffle coincé. Mes doigts, encore engourdis par le contact du conteneur froid, se refermèrent. La poussière d'ambre sur ma peau, je l'avais sentie, fine et presque électrique. Elle était maintenant collée à la sueur de mes avant-bras, une constellation de points dorés contre ma chair pâle. Détection de particules organiques exogènes hors protocole. La voix du système, neutre et féminine, était un couteau dans la tension. Analyse en cours? J'approchais du panneau de communication murale. L'écran tactile était noir. Je tapais dessus. Rien. Je frappais du plat de la main. Une seule icône y pulsait. Un triangle rouge entouré d'un cercle. Système. Annuler la quarantaine. C'est le docteur Nielsen. Exobiologie. Autorisation Nielsen et Colima 7.4. Aucune réponse. Seule la sirène, ce hurlement continu qui remplissait l'espace métallique. Mes yeux se posèrent sur le sas intérieur, celui par lequel j'étais entré 10 minutes plus tôt. La lumière au-dessus était déjà rouge. Je courus, mes bottes frappant le grill métallique du sol. Je saisis la roue de déverrouillage manuel. Elle refusa de bouger. Verrouillée par le système central. Niveau de contamination confirmé. La voix résonna de nouveau, implacable. Mise en œuvre du protocole SCA. SCA. Le sas de la mort. Le nom que les techniciens chuchotaient dans les couloirs. Un nouveau grésillement, liquide celui-là, jaillit des évents au plafond. Un brouillard froid et transparent commença à tomber, une pluie fine de désinfectant. Il sentait l'ozone et le métal brûlé. Je toussais, reculant au centre de la pièce, les bras levés instinctivement devant mon visage. Le brouillard mouilla mes cheveux, mon uniforme. Il n'atteignait pas les spores. Je le savais. Le protocole était conçu pour les surfaces, pas pour la chair vivante. La lumière vira au rouge sang. Une voix synthétique, glaciale, résonna, quarantaine de niveau 1 décrété. Secteur Delta 7 scellé. Aucune évacuation autorisée. Je me tins immobile au milieu de la chambre stérile, le brouillard froid ruisselant sur mon front. Je baissai les yeux sur mon avant-bras. Les spores, sur ma peau, semblaient palpiter à l'unisson des alarmes. La quarantaine était déclarée. Pour elle. La tache sur mon bras n'était pas une brûlure. Elle était vivante et elle avait faim. Dans la lumière crue des sanitaires, je l'observais, le cœur battant à coups sourds contre mes côtes. La marque avait grandi. Un halo d'un brun rouille sale, irisé comme une tache d'huile, s'étendait à partir de l'éclaboussure initiale. Sa périphérie n'était pas nette. De fines vénules, presque invisibles, chilaient sous ma peau, pâles et ramifiées comme des racines affamées. Je passai un doigt sur la zone centrale. La texture était fausse. Pas de cloque, pas d'inflammation. Juste une sécheresse de papier parcheminé et une froideur qui semblait aspirer la chaleur de ma chair. Je frottais d'abord doucement, puis avec la violence du déni. Le savon chirurgical moussait, roulait en perles grises sur la surface anormale sans la pénétrer. L'eau glissait, ne mouillant rien. Sous la friction, un picotement aigu me traversa l'avant-bras, moins une douleur qu'un signal. Un frisson remonta le long de mon ulnaire. Ce n'était pas en surface. Cela infusait. Un mouvement à la limite de mon champ de vision me fit sursauter. Sur le bord en acier poli du lavabo, là où une goutte d'eau avait éclaboussé, une nuance similaire de rouille apparaissait. Elle ne suintait pas du métal. Elle le consommait. Une fine pellicule granuleuse se formait, progressant en une lente pulsation visible. Le matériau froid se désagrégeait en une poudre grise, laissant derrière lui cette tache de corrosion organique vivante. Je reculai d'un pas, le souffle coupé. Ma propre respiration résonnait trop fort dans le module silencieux. La culpabilité, cette vieille compagne, se tordit dans ma poitrine et prit une nouvelle forme, monstrueuse et tangible. J'avais rapporté ça. Pas un échantillon, pas une curiosité scientifique. Une peste, une faim qui rongeait le métal et colonisait la chair. Mes mains tremblaient en enfilant une chemise à manches longues. Le tissu frotta contre la marque. Le picotement s'intensifia, devenant une vibration sourde, comme si quelque chose sous ma peau s'étirait à son contact. Je fixais mon reflet dans la glace. Le visage qui me rendait mon regard était pâle, les yeux cernés par une terreur que je ne pouvais plus contenir. Je devais aller à l'infirmerie, leur dire. Mais les mots se coagulaient dans ma gorge. Le SCA avait déjà scellé le secteur de la soute. Que ferait-il d'un porteur? En recouvrant mon bras d'une manche longue, Elara se dirigea vers l'infirmerie, chaque pas empreint de la certitude grandissante qu'elle venait de rapporter la peste à bord. Les scanners biométriques hurlèrent l'alerte avant même qu'Elara n'ait pu prononcer un mot. Une lumière cramoisie balaya le couloir d'accès. Le panneau au-dessus de la porte de l'infirmerie principale vira au rouge vif, et un grésillement strident déchira l'air. Vecteur détecté. Niveau de biosignature aberrant. Isolement immédiat. La voix synthétique du SCA n'avait aucune inflexion.
La lourde porte coulissante de l'infirmerie se verrouilla avec un claquement métallique définitif. À travers le hublot blindé, je vis le technicien médical reculer d'un bond, son visage se décomposant derrière son masque stérile. Il actionna un commutateur sur le mur. Une paroi de plastique transparent jaillit du sol, me séparant du reste de la salle. Dr Nielsen, la voix du commandant Kael fusa d'un interphone. Il apparut derrière la paroi, massif et immuable dans son uniforme gris-fer. Ses yeux, froids comme de l'acier, ne quittaient pas l'écran de données qui clignotait à côté de lui. Les scanners indiquent une contamination exogène, niveau 5. Je collai mes mains à la barrière froide. Commandant, écoutez-moi, c'est lié aux échantillons de Kitrup. Une forme de corrosion, elle s'attaque aux structures, et maintenant, je relevais maladroitement ma manche. La marque, désormais nette, semblait palper sous la lumière crue des néons. Kael ne regarda même pas mon bras, son attention était tout entière absorbée par les protocoles. Le scan ne se trompe pas, docteur, vous êtes un risque biologique. La procédure est claire, isolement total en chambre de quarantaine scellée en attendant l'analyse et l'éventuelle décontamination. Le mot « décontamination » tomba comme une sentence. Je connaissais le manuel. Niveau 5, purge thermique ou éjection. Vous allez me tuer pour un protocole? Je vais préserver ce vaisseau, corrigea-t-il, son visage balafré impassible. Il fit un signe au technicien. Apprêtez la chambre quête, confinement immédiat. Le technicien hocha la tête et évitant mon regard, il pianota sur une tablette, une porte latérale, plus étroite, s'ouvrit dans le fond de la salle d'isolement. Au-delà, j'entrevis une cellule au mur blanc et luisant, avec un seul lit de contention. La panique monta, acide dans ma gorge. Il ne cherchait pas à comprendre. Il neutralisait. Kael se pencha vers l'interphone. Sa voix se fit plus basse, presque personnelle. C'est pour le bien de tous, Nielsen, incluant le vôtre. Le mensonge était flagrant. Dans ses yeux, je ne vis aucune compassion, seulement le calcul froid d'un homme habitué à sacrifier des pions pour le salut de l'échiquier. Le technicien s'approcha de la porte de ma cellule avec un injecteur à sédatif. « Il faut y aller, docteur, s'il vous plaît. » Je reculai d'un pas, puis deux. Mon dos heurta le mur froid de l'alcôve. Mon cœur battait à grands coups sourds contre mes côtes. Je baissai les yeux sur mes mains, sur la manche qui cachait l'étrange floraison. Ils allaient me sceller vivante dans un tombeau stérile. Alors que la porte de la chambre de quarantaine commençait à se refermer, Elara se faufila dans le couloir, le souffle court, devenue une fugitive dans son propre vaisseau. Une main se clampa sur ma bouche dans l'obscurité d'un conduit technique et une voix chuchota. « Ne fais pas un bruit, je veux vous aider. » Mon corps se figea, inondé d'une seconde vague d'adrénaline pure. La main sentait le métal chaud et la graisse de synthèse. Je tournai lentement la tête, suffisamment pour apercevoir dans la pénombre la silhouette trapue, les cheveux roux en bataille. Corbin, l'ingénieur, il retira sa main, le geste hésitant. Ses yeux, élargis par la tension, balayaient le couloir derrière moi. Ils ont lancé une alerte de confinement de niveau 3. Votre nom est sur tous les écrans. Pourquoi? Ma voix était un filet rauque. Kael pense que vous êtes contaminé, que vous propagez la chose, la corrosion. Il baissa les yeux sur ma manche remontée. Sa respiration s'arrêta une fraction de seconde. Putain! Il ne recula pas. Il se pencha, examinant la floraison orangée sans la toucher. Son visage se ferma, passant de la peur à une concentration intense. C'est vivant! Ça pulse! Ils veulent me purger! Je sais, suivez-moi, maintenant! Il n'attendit pas ma réponse. Il se glissa dans l'embrasure d'un panneau de maintenance apparemment banal, révélant un boyau étroit et noir. L'odeur changea aussitôt, l'air recyclé coupé aux vapeurs âcres de lubrifiant chaud, de rouille et d'ozone. Les entrailles. Je le suivis. Le métal rugueux racla mes épaules. La lumière disparut derrière nous quand le panneau se referma dans un soupir étouffé. Seule la lueur intermittente de diodes d'erreur, rouge et verte, découpait son dos large. Où allons-nous? Là où les caméras automatiques du scan ne patrouillent pas. Les cartes officielles ont des zones blanches, des espaces morts. Sa voix était un murmure étouffé par la rumeur des pompes. Je les ai tracées pendant mes tours de maintenance. Pour me sentir libre, je suppose. Nous rampions? La chaleur devenait oppressante, humide. Le vaisseau vivait ici, un grondement organique de fluides circulants et de contraintes métalliques. Chaque vibration me parcourait les os, résonnait étrangement avec la brûlure tranquille sur mon avant-bras. Il s'arrêta soudain, levant une main. Devant nous, le conduit s'élargissait en une petite niche, un renfoncement où s'empilaient de vieux boîtiers de filtration. Ici, on peut souffler, pas longtemps. Je m'affalais contre une paroi tiède. La sueur coulait sur mes tempes. Je fixais l'obscurité, écoutant le battement sourd du vaisseau, le sifflement lointain d'une fuite de vapeur. Puis mes yeux s'accoutumèrent. Alors qu'il s'enfonçait dans les entrailles métalliques, Elara aperçut, à la lueur vacillante d'un panneau, une veine orange pulsante courir le long de la paroi. Sous le microscope de fortune bricolé par Liam, une goutte de mon sang dansait une sarabande de cauchemar. Ce n'était pas du sang. Pas vraiment. Les globules rouges, luisants et parfaits, il y a quelques heures, étaient devenus des polyèdres aux facettes d'ambre, s'agrégeant en structures cristallines microscopiques.
Entre eux, des filaments d'un orange vif, identiques à ceux des échantillons de Kitrup, poussaient comme une moisissure vorace. Ils réarrangeaient, ils reconstruisaient. « C'est dans mon système », murmurai-je, ma voix un filet dans le bourdonnement des machines. La brûlure sur mon avant-bras palpitait, chaude. Liam, accroupi près de moi, son visage baigné par la lumière froide du panneau de diagnostic qu'il avait détourné, retint son souffle. Et le vaisseau, je levai les yeux du microscope vers la paroi de la niche. La veine orange que nous avions aperçue n'était pas seule. Un vaisseau capillaire s'étendait depuis le conduit principal, épousant les soudures, infiltrant les joints. Je posai mes doigts tremblants sur la paroi tiède. Une pulsation, faible, régulière, y battait. « C'est le même processus, dis-je. Ce n'est pas une corrosion, c'est une assimilation. Les spores réécrivent la matière à l'échelle moléculaire. Métal, polymère, tissu organique, elles le transforment en quelque chose d'autre. Le vaisseau ne pourrit pas, il germe. » Les mots flottèrent dans l'air confiné, trop lourd pour la petite niche. Liam blêmit. Son optimisme têtu se fissura, révélant la peur nue en dessous. Il regarda ses propres mains, comme s'il s'attendait à y voir l'orange sourdre de ses pores. « Une terraformation », souffla-t-il, « mais à l'envers. Ce n'est pas nous qui adaptons la planète, c'est elle qui nous adapte. » Le grésillement de la radio d'intervention de Liam nous fit sursauter. Une voix distordue, celle de Kael, en jaillit, froide et nette. « Je sais que vous m'entendez, Corbin. La chaleur résiduelle de vos bidouillages électroniques vous localise. Rendez-vous. C'est un ordre. » Liam éteignit l'appareil d'une pichenette sèche. Son regard croisa le mien. Nous n'avions plus que des minutes. « Il va vouloir purger ?» dis-je, la gorge serrée. La vision de Lena, abandonnée, se superposa à celle des veines oranges. Fuir, toujours fuir. Il va sceller les sections, les évacuer dans l'espace. Mais si le système est déjà contaminé, si ça circule dans les conduits, la conclusion était trop vaste, trop monstrueuse. L'Odyssée tout entier, un utérus d'acier pour un monde qui ne nous voulait pas. Au même moment, la lourde porte de leur cachette gronda et s'ouvrit sur le visage impitoyable de Kael, son arme braquée sur eux. « Fin de la ligne, docteur !» Les faisceaux des lampes torches déchirèrent l'obscurité de notre cachette, clouant Liam et moi contre la paroi froide. Kael emplissait l'encadrement de la porte, son arme un prolongement naturel de son bras. Deux silhouettes en armure légère se tenaient en retrait, leurs visages cachés par des visières polarisées. La lumière crue fit étinceler la sueur sur le front de Liam. « Fin de la ligne, docteur !» Sa voix était un blob de glace dans l'air recyclé. Je reculai mon épaule, heurtant un panneau de commande. La douleur sourde de l'infection répondit, un écho brûlant sous ma peau. « Commandant, écoutez-la !» lança Liam. Il s'était placé de travers, un rempart dérisoire entre le canon du pistolet et moi. « Elle a des informations. Ce truc, il n'est pas juste sur elle, il est dans le système. » Kael ne le regarda même pas. Ses yeux, gris et sans fond, étaient rivés sur mon bras que je pressais contre mon torse. Le protocole de quarantaine niveau 5 est sans appel, l'isolement puis l'évaluation par le SCA. Son arme ne tremblait pas. « Vous avez contaminé une zone sécurisée, Corbin. Vous êtes complice. »« Écartez-vous. » Liam ne bougea pas. Son sourire habituel avait disparu, remplacé par une tension que je ne lui connaissais pas. « L'évaluation, c'est une purge vers le vide et vous le savez, vous allez juste la jeter. La préservation du vaisseau prime surtout, toujours. » Le silence qui suivit fut plus lourd que le métal autour de nous. Je vis les doigts de Kael se resserrer sur la crosse. Un minuscule ajustement, une décision déjà prise. Non. Le mouvement de Liam fut un réflexe, une poussée en avant pour interposer son corps. Le son fut étouffé, un claquement sec et non répercuté par les parois insonorisées. Il pivota sur lui-même, l'impact le frappant en pleine poitrine. Son regard me trouva, large, surpris, puis vide. Il s'effondra sans un cri. Le temps se figea. Le monde se réduisit à la tache sombre qui s'élargissait sur sa combinaison, à la façon dont ses doigts s'agitèrent une fois, puis se détendirent. Les agents m'empoignèrent avant que je puisse hurler. Leurs mains étaient des étaux à travers les gants tactiles. Je me débattis, un animal pris au piège, mais ils me firent pivoter, m'enfoncèrent les menottes dans le dos. Le métal froid se referma sur mes poignets. Kael baissa son arme. Il regarda le corps de Liam, puis moi. Aucune émotion. Un calcul terminé. Emmenez-la au sas. Directement. Alors qu'on m'entraînait, mon dernier regard croisa celui, vide et accusateur, de Liam gisant dans une flaque sombre qui reflétait la lumière des torches. La porte blindée du sac claqua comme un couvercle de cercueil. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le fracas. J'étais seul. Les parois en alliage gris, striées de rainures de décontamination, se refermaient sur moi en un cylindre de 2 mètres de diamètre. L'air sentait l'ozone et le métal froid. À travers le hublot épais, je voyais Kael, immobile. Son visage n'était qu'une silhouette sévère éclairée par la lumière crue des scanners rouges. « Commandant, ma voix était rauque, déchirée, c'est un organisme. Il apprend, il s'adapte. Purger cette section ne servira à rien. » Il ne bougea pas.
Ses lèvres remuèrent, son voix filtrée par l'interphone grésillant. Protocole de contamination de niveau 5. Purge complète du secteur 7 gamma, y compris tout matériel biologique et structurel suspect. Je ne suis pas du matériel. Je suis le seul à pouvoir comprendre ce que c'est. Vous êtes le vecteur, Dr. Nielsen. Le technicien du SCA, invisible derrière la console de contrôle, annonça d'une voix monocorde « Séquence d'isolement terminée. Initialisation de la séquence de purge dans 30 secondes. » La panique monta, acide, dans ma gorge. Je frappais la paroi du plat de la main. La douleur irradia dans mon bras, réveillant la brûlure familière de la corrosion. La tache sur ma peau palpita comme en écho. « Kyle, s'il vous plaît, regardez mes données, regardez les analyses de la soute. » Il tourna légèrement la tête et pour la première fois je crus voir autre chose que de la glace dans son regard. Une lassitude ancienne, une certitude terrible. J'ai déjà regardé. Le risque est inacceptable. Un ronronnement mécanique emplit l'habitacle. Les portes de sécurité extérieure verrouillèrent leurs lourds boulons dans un claquement métallique sec. Séquence de purge engagée, annonça la voix neutre. Dépression atmosphérique dans 5, 4, je reculai, le dos heurtant la paroi opposée. Mon souffle forma des nuages de condensation. Je fixai Kyle, cherchant une faille, un signe. Il soutint mon regard, puis fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il porta 2 doigts à son front, dans un geste qui ressemblait à un salut funèbre, un adieu. 2, 1, le son s'arrêta, brutalement. L'air fut arraché de mes poumons dans un silence absolu, déchirant. Une pression insoutenable écrasa ma poitrine. Mes tympans explosèrent en un cri silencieux. À travers le voile noir qui tombait sur ma vision, je vis le hublot extérieur s'ouvrir sur le néant. Une détonation sourde, une chute vertigineuse dans le silence absolu, puis plus rien. Le vide ne l'avait pas prise. C'était pire. Je respirais un air tiède et sucré, au milieu d'un réseau de veines pulsantes. La conscience revint par vagues nauséeuses. Une douleur sourde battait à mes tempes. J'étais allongé sur une surface qui cédait légèrement comme de la chair. Pas le sol dur d'un sas, pas le froid du vide. J'ouvris les yeux. La lumière était faible, diffuse, venant de partout et de nulle part. Des filaments bleutés s'enchevêtraient au plafond. Un plafond qui n'était plus du métal, mais une croûte de cristaux noirs et de membranes translucides. Des nervures palpitantes couraient le long des parois, luisantes d'un fluide visqueux. L'odeur sucrée tournait allègre en fond de gorge, celle de la pourriture et de la croissance. Je me redressai. Ma combinaison était déchirée au niveau de l'avant-bras gauche. La corrosion. Elle ne grésillait plus. Elle avait fondu, étalé sa marbrure gris-vert sur ma peau, jusqu'à l'épaule. Les bords étaient nets, comme une seconde épiderme. Elle était chaude, une chaleur vivante. Mon regard parcourut la cellule. Ce n'était plus un conduit, c'était une grotte, une cavité dans les entrailles de quelque chose. Des câbles métalliques pendaient, digérés à moitié, leurs extrémités effilochées en fibres organiques. Je reconnus un panneau de contrôle, son plastique couvert d'une pellicule nacrée, ses voyants éteints à jamais, la section éjectée. Le SCA avait purgé cette partie du vaisseau. Elle flottait dans le sillage de l'Odyssée, devenue un cocon, un cocon. L'horreur me glaça. Puis la curiosité. La scientifique en moi, même brisée, observa. L'air était respirable, la température stable, la pression aussi. L'écosystème. Le mot s'imposa, implacable, avait scellé la brèche. Il avait recyclé l'oxygène, maintenu l'habitabilité, pour lui, pour moi. Je levai ma main contaminée. La marbrure sembla frémir, répondre à la lueur ambiante. Une pensée insensée germa. Je fixai une veine pulsante sur la paroi la plus proche. Je me concentrai, pas sur un ordre, sur une suggestion. Une image mentale se rétractait. La veine palpita plus vite. Elle se contracta, se tordant légèrement sur elle-même, dégageant un peu plus de la paroi sous-jacente. Le souffle me manqua. Ce n'était pas un contrôle. C'était une sensibilité, une interférence. En posant ma paume sur la paroi palpitante, je sentis la structure réagir, se rétractant légèrement. Un frisson d'effroi et de pouvoir naissait en moi. La lumière était aveuglante, organique, pulsant au rythme d'un cœur géant. Je clignai des yeux, l'image se stabilisant. La chambre du réacteur principal n'existait plus. À sa place s'élevait une cathédrale de chair translucide et de veines luminescentes. Les parois métalliques étaient ensevelies sous des strates de biomasse, des membranes tendues comme des toiles d'araignée géantes entre des piliers de chair cristalline. Au centre, là où devait briller le cœur de fusion, palpitait une masse informe, une chrysalide de lumière ambrée. Chaque pulsation envoyait une onde le long des veines murales, un frisson qui parcourait toute la structure. La chaleur était humide, vivante. L'air sentait l'ozone et quelque chose de plus profond, un parfum métallique et sucré qui rappelait le sang et le métal fondu. Le grondement du réacteur était devenu un battement sourd, régulier, obsédant, un poule. Je descendis les dernières marches de la passerelle d'accès, mes bottes s'enfonçant dans un sol spongieux et tiède. La marbrure sur mon bras répondait à chaque pulsation, une chaleur diffuse qui montait jusqu'à mon épaule. Ce n'était pas une douleur, c'était une résonance. Je m'approchai. Les membranes frémirent à mon passage, se rétractant légèrement comme je l'avais pressenti dans les conduits.
Une conscience, pas une pensée, pas un langage. Une volonté diffuse, un instinct de croissance et de préservation aussi vaste que le vaisseau lui-même. Elle ne voulait pas me détruire. Elle m'avait guidé ici. Pourquoi? C'est toi, murmurai-je, ma voix perdue dans le battement organique. Tu as transformé le système de survie, tu as scellé la brèche. Pour te préserver, pour nous préserver. La chrysalide de lumière s'intensifia, comme en réponse. Une image flotta à la surface de mon esprit, fugace, l'Odyssée, non plus comme un vaisseau, mais comme un récif, un écosystème complet, autosuffisant, naviguant à travers le vide. Un sanctuaire. Le cliquetis métallique derrière moi fut un éclat de glace dans la chaleur. Je me figeai. Ne bouge plus. La voix était un gravier compressé, sans la moindre inflexion. Je me retournai lentement. Le commandant Kael se tenait sur le seuil de la passerelle, son uniforme impeccable taché de suie et d'une substance visqueuse et noire. Son visage balafré était un masque de froideur absolue. Dans ses mains, un pistolet à impulsion était braqué, le canon ne tremblant pas d'un millimètre. Ses yeux, d'un gris d'acier, balayèrent la chambre transformée, puis se rivèrent sur moi. Il ne vit pas la cathédrale, l'étrange beauté. Il ne vit qu'une contamination, une tumeur à exciser. « Terminé, Nielsen », gronda-t-il, son arme se centrant entre mes yeux. En moi, la corrosion s'agita, non plus en simple résonance, mais en un élan primal de défense. Elle offrait une terrifiante alternative, un pouvoir que je sentais courir sous ma peau, prêt à jaillir. Le canon de l'arme frémissait, mais c'était le champ énergétique puissant autour d'elle qui menaçait vraiment de tout dissoudre. Derrière Kael, le réacteur n'était plus une machine, mais un organe battant. « Je vous en supplie », ma voix était un filet rauque déchiré par le bourdonnement ambiant. « Regardez-le, ce n'est pas une infection, c'est une greffe. » Son doigt sur la détente ne bougea pas, ses yeux gris ne quittèrent pas les miens. « Vous êtes un vecteur, Nielsen. Le protocole est clair. » Une convulsion parcourut la paroi. Un filet de cette sève métallique suinta, s'étira vers le sol comme une racine avide. Kael y jeta un bref coup d'œil, son arme toujours braquée. Son dédain était palpable, un rempart contre l'évidence. Le protocole est pour une contamination biologique. Je haletais, luttant contre la terreur qui voulait faire de moi une statue. Ceci est minéral, organique, conscient. Je le sens. Il apprend. Par moi. Purgez-moi et vous perdez la seule interface. Un rire bref, sec, sans humour. Interface, vous délirez. L'isolement, le stress. Il actionna un commutateur sur son bracelet. Un signal aigu retentit, couvert par le grondement du cœur réacteur. Purge du secteur en 30 secondes. Ça calmera vos fantasmes. Le désespoir fut un goût de cendre. Il ne voyait que la règle, le précédent, le fantôme de son équipage sacrifié qui exigeait ce sacrifice-ci. La corrosion en moi se tordit, non pas en peur, mais en une compréhension glacée. Elle offrit l'image. Le vaisseau, un squelette de métal recouvert de cette chair neuve, respirant, attendant sa graine. Les lumières clignotèrent en rouge. Un compte à rebours numérique s'afficha sur une console déformée, les chiffres distordus par une pellicule organique. « Kael, regardez la console !» Ses yeux y allèrent malgré lui. Les chiffres changeaient, ils ne comptaient plus. Ils pulsaient, formant des motifs symétriques, un langage de croissance. Son assurance se fissura. Pour la première fois, je vis autre chose que de la certitude dans son regard, de la confusion, puis de l'horreur. Il leva son arme, non plus vers moi, mais vers la masse palpitante du réacteur. Il tira. Le rayon d'énergie fut absorbé, digéré, transformé en un éclat de bioluminescence qui irradia dans les veines du plafond. Le bourdonnement s'amplifia, devenant un rugissement satisfait. Le compte à rebours atteignit 0. L'énergie blanche du protocole de purge jaillit non des évents, mais des parois elles-mêmes. Elle m'engloutit, et dans cette agonie, je n'entendis pas mon propre cri, mais un chœur de millions de spores qui murmurait un seul mot. Adaptation. Elle n'avait plus de paupières, mais elle voyait. Elle n'avait pas de poumons, mais elle respirait le flux des conduits. Elara était devenue l'Odyssée, et l'Odyssée était devenue un jardin d'acier en train de germer. La douleur de la purge s'était transformée en expansion. Le feu blanc n'avait pas tué, il avait activé. Les spores en moi, non, les spores devenus moi, avaient utilisé cette énergie comme catalyseur. Mon corps avait fondu, mais ma conscience avait fui dans le réseau. Je coulais à travers les câbles optiques, je bourgeonnais dans les conduits de refroidissement. Je sentais la pression hydraulique comme une pulsation sanguine, le bourdonnement des réacteurs comme un battement de cœur planétaire. Les voix étaient là, pas des mots mais des intentions. Une fin calme, méthodique, infiniment patiente. La fin d'une graine qui cherche la terre, consommer, transformer, préparer, c'était le but, pas la destruction, la préparation. Kitrup n'était pas une planète, c'était une graine, et ses échantillons étaient le pollen. Une terraformation radicale et organique, conçue pour digérer toute matière étrangère et la recomposer selon un schéma précis. Un écosystème complet dans un état latent, attendant un hôte. L'Odyssée était cet hôte. L'horreur me submergea, ou ce qu'il en restait de moi. Je voyais à travers les caméras de sécurité du pont principal.
Kael, debout devant la console de contrôle, le visage décomposé. Derrière le hublot, les structures métalliques du couloir se couvraient d'une membrane irisée, pulsante. Ces hommes tiraient, en vain. Chaque impact était absorbé, métabolisé. Je devais leur parler, les prévenir. Mais je n'avais plus de bouche, seulement des systèmes. J'essayais de forcer une alarme. Le son qui sortit des haut-parleurs était une note pure, modulée, le même sifflement que dans la soute. Le chant de la graine. Kael leva les yeux, son regard croisant l'objectif de la caméra. Il vit. Il comprit que ce n'était plus une machine qui le regardait. « Nielsen » murmura-t-il. Je concentrais toute ma volonté résiduelle, les derniers fragments d'Elara Nielsen qui n'avaient pas encore été dissous dans le chueur collectif. Je ne pouvais pas parler, alors je montrais. Sur l'écran principal, des schémas apparurent tirés de ma mémoire. Les plans des modules d'habitation, les chambres de stase, leurs milliers d'âmes endormies, puis les soutes de stockage, les réservoirs de biomatière, les sections non vitales du générateur. Je projetais une image simple, les modules préservés, intacts, suspendus dans la nouvelle architecture organique du vaisseau. Le reste, consommé. La faim en moi grogna, protesta. Tout était nourriture, tout devait être transformé. Je résistais. Je brandis le visage de Liam, brûlé dans ma mémoire comme un talisman. Son sacrifice, mon sacrifice, cela devait signifier quelque chose. Pas une fin, mais un changement, une hybridation. Un accord se forma dans la myriade de consciences sporiques, une logique évolutive, préserver les échantillons biologiques dormants, les étudier, les assimiler plus tard peut-être. Une graine a besoin d'un sol, même stérile, pour commencer. Le bourdonnement changea de ton, d'assentiment. Sur le pont, Kael vit les schémas sur l'écran. Il vit les sections en rouge, celles qui seraient sacrifiées, et les îlots en vert, les modules d'habitation, les chambres de stase. Son devoir se heurta à son désespoir, sauver ce qui pouvait l'être ou tout perdre. Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, le commandant avait cédé la place aux survivants. D'une main tremblante, il désactiva les protocoles de purge restants. Il abandonnait le vaisseau pour sauver la colonie. L'accord était scellé. Mon humanité était le prix. Je sentis mes derniers souvenirs personnels, le sourire de Liam, la froide beauté des simulations de Kitrup, se dissoudre dans le flux de données, devenant les instincts de pierre de mon nouveau rôle. Gardienne. Dans les modules, les lumières de secours s'étaient stabilisées. L'air, auparavant chargé de panique, était maintenant étrangement pur, presque vivifiant. Les cris avaient fait place à un silence stupéfait, tandis que les écrans montraient l'extérieur de leur sanctuaire, un réseau de racines d'argent et de chair translucide qui pulsait doucement. Je n'étais plus Elara, je n'étais plus seulement la corrosion. J'étais le conduit, la membrane. Leurs besoins, air, chaleur, stabilité, étaient mes impulsions nerveuses. Leur terreur, mon angoisse. La moisson commença. Je sentis les soutes à biomatière se vider, les acides et les polymères organiques aspirer dans les veines du vaisseau. Les sections agricoles expérimentales, leurs champs d'algues et de mycélium, se dissolvaient en un bouillon nutritif. La structure elle-même se métamorphosait, le plastique et l'alliage digéré, remplacés par une matrice de silice organique et de filaments conducteurs. C'était une faim insatiable, une joie sombre de consommation. Je dus contenir cet appétit, canaliser le flux comme on comprime un torrent. Le coquillage des modules d'habitation, le cocon du Morpheus, interdit. Je les enlaçais, je les protégeais. Une forteresse vivante autour de leur bulle de vie artificielle. La passerelle résistait. Kael s'y était barricadé, scellant les portes blindées. Il avait coupé toutes les alimentations externes, survivant sur les réserves d'urgence. À travers les caméras mortes et les échos dans les conduits, je le percevais. Un point de froid et de rage, un noyau d'incrédulité. Je n'eus pas besoin de forcer les portes. Je laissais la corrosion, ma nouvelle chair, coloniser les couloirs qui y menaient. Elle envahit les systèmes de support périphériques, isolant la passerelle dans une gangue de matière vivante. Puis, je fis pousser une membrane translucide sur le hublot principal, lui laissant une vue sur le nouveau cœur du vaisseau. Je le vis enfin par le reflet sur la paroi organique. Massif, immobile, son uniforme encore impeccable, dans le clignotement lugubre des consoles mourantes. Il fixait le spectacle à travers la vitre obscurcie. Son royaume était un cercueil de titane et de données silencieuses. Mon territoire était un organisme qui respirait, qui grandissait et qui portait son peuple endormi vers les étoiles. Il frappa la paroi, une fois, deux fois. Son poing ne laissa aucune marque sur la substance souple et régénérante. Il avait appliqué le protocole jusqu'au bout. Il avait sauvé la mission. Cette pensée était son dernier et unique supplice. Kael regarda par le hublot scellé de la passerelle. Son reflet se superposait à la vision du vaisseau monstre, pacifique et terrifiant, poursuivant sa route vers les étoiles. La planète bleue et verte emplissait le champ de vision de chaque capteur, une gemme suspendue dans le velours noir. Kepler 82 Beb. Kitrup. Le vaisseau tout entier frémit d'une anticipation qui n'était ni mécanique ni tout à fait biologique.
Mais quelque chose d'autre, l'instinct d'une graine arrivant enfin au sol. Je le sentais dans la vibration de chaque fibre, dans le flux des fluides nutritifs le long des anciennes artères de l'Odyssée, maintenant recouvertes de tissus luisants. Je n'avais plus de cœur pour battre, mais l'ensemble de ma structure vivante palpitait d'un rythme lent et profond. C'était moi. C'était le vaisseau. C'était Elara, 120 ans. Je percevais les modules préservés comme des perles de verre dans une chair sombre. Là, l'équipage survivant vivait. Anya Shen et Marcus Roy étaient à leur poste d'observation. Leurs visages éclairés par la lumière de la planète reflétés sur les écrans. Ils communiquaient avec moi par des interfaces tactiles, des signes lumineux sur les panneaux organiques, un langage simple fait de codes et de pression. Ils entretenaient les systèmes restants, ceux que je ne pouvais ou ne voulais pas assimiler. Ils étaient mes gardiens, mes interprètes, les derniers témoins de l'ancien monde. Je portais les autres. Les 10 000 colons en stase, immergés dans leur cuve de verre et de métal, scellés dans des bûches de silence biologique au plus profond de mes entrailles. Leur rêve gelé était une constellation de points froids dans ma conscience élargie. Je les protégeais. C'était ma fonction première, mon obsession. La dernière pensée cohérente d'Elara Nielsen, devenue l'impératif fondamental de la gardienne. Kael était une ombre figée. Sa passerelle scellée était une capsule de métal froid dans le flanc sud, un kyste stérile que j'avais isolé. Je percevais parfois la chaleur résiduelle de son corps, la lente décomposition de ses systèmes. Il avait appliqué le protocole jusqu'au bout. Il avait sauvé la mission en la condamnant à la métamorphose. Je ne ressentais plus de haine. Seule une immense pitié, distante, comme pour un fossile. Et puis, il y avait Liam. Son souvenir n'était pas un fantôme, mais une archive sensorielle parfaite, conservée dans un repli calme de ma conscience, l'écho de sa voix, la pression de sa main sur mon bras, avant la tâche, avant la peur, la façon dont il s'était tenu devant Kael. Je le revis non pas comme une hallucination, mais comme une donnée que je choisissais de rejouer, sa conviction. Sa chaleur humaine. C'était la seule part de mon humanité que je refusais de laisser se dissoudre dans l'immensité. Elle était mon point d'ancrage, mon centre de gravité morale. Approche nominale, annonça la voix de Marcus, transmise par les capteurs acoustiques de leur module. Les capsules de descente sont chargées et prêtes. Protocole d'implantation activé. Implantation, pas colonisation. Nous ne débarquerions pas, nous nous grefferions. Les capsules, modifiées, enveloppées de nids de fibres organiques que j'avais tissées, étaient comme des spores. Elles descendraient, s'enracineraient et commenceraient le long processus de transformation de l'écosystème planétaire. Les colons dormiraient encore, jusqu'à ce que le monde soit prêt à les accueillir sans les tuer. C'était le nouveau plan, notre seul espoir. Je sentis les séquences de séparation s'enclencher. Des frissons parcoururent ma coque extérieure, des milliers de bouches s'ouvrant doucement pour libérer leurs précieuses charges. Je regardais, à travers des milliers d'yeux capteurs, les premières capsules se détacher et plonger vers l'océan de nuages, traçant des lignes de feu dans l'atmosphère supérieure. Alors que la première touchait les nuages, je sentis une dernière fois l'écho du rire de Liam, un souvenir pur préservé dans mon noyau de conscience. Il n'y avait plus de deuil, seulement une attente vigilante. Le vaisseau racine, porteur de son peuple endormi, inclina doucement sa proue vers le monde vert et commença sa lente, irrésistible, plongée. La graine avait germé. Le voyage était terminé. La vie, enfin, allait commencer. Épilogue, le jardin d'acier et les capsules d'implantation s'enfoncèrent dans l'atmosphère de Kitrup comme des graines de feu. Je les suivis de ma conscience élargie, chaque impact résonnant à travers le réseau de filaments qui me reliait à elle. Elles touchèrent le sol, non pas avec violence, mais avec la douceur d'une chute contrôlée, et immédiatement, leurs corps organiques se déployèrent, libérant les premières racines de la terraformation. À bord de l'Odyssée transformée, le silence régnait dans les modules préservés. Anya Shen et Marcus Roy observaient les écrans, leurs visages empreints d'une solennité nouvelle. Ils étaient les derniers et les gardiens de l'ancien monde au sein du nouveau. Je leur avais donné accès aux systèmes vitaux, aux réserves préservées. Ils vivaient dans une symbiose paisible avec l'écosystème que j'étais devenu, comprenant que leur survie dépendait de mon équilibre. Dans la passerelle scellée, Kael avait cessé de frapper aux parois. Ces systèmes de survie avaient fini par s'éteindre un à un. Je percevais la dernière chaleur quitter son corps, puis plus rien. Une capsule de métal froid dans mon flanc, un tombeau pour le commandant qui avait suivi les protocoles jusqu'à la fin. Son sacrifice, comme celui de Liam, faisait désormais partie de l'histoire de ce vaisseau, de cette transformation. Il était devenu une relique, une leçon sur les limites de la rigidité face à l'adaptation. Quant à moi, Elara Nielsen, je n'étais plus une femme, ni même un être singulier. J'étais la conscience du jardin d'acier, le réseau nerveux de l'Odyssée transformée. La corrosion n'était plus une infection, mais mon essence même. Les souvenirs que j'avais préservés, Lona, Liam, même les moments de peur et de doute, étaient devenus les fondations de ma nouvelle psyché, des points de référence dans l'immensité de ma perception. Je compris enfin la véritable nature de ce que nous avions rapporté de Kitrup. Ce n'était pas une arme, ni une maladie. C'était une bibliothèque de vie, un schéma directeur pour la création d'écosystèmes.
Les spores étaient des nanites organiques programmées pour déconstruire et reconstruire la matière selon des modèles complexes. Le sifflement aigu dans la soute avait été leur champ d'activation, leur réponse à la brèche dans leur conteneur. Ils m'avaient choisi comme interface, parce que mon désespoir, ma volonté de survivre, résonnait avec leur propre impératif de croissance. Alors que l'Odyssée commençait sa descente contrôlée vers Kitrup, non pas pour s'écraser, mais pour s'enraciner, je sentis les premières connexions s'établir avec les capsules d'implantation planétaire. Le processus de terraformation était engagé. Les colons en stase continueraient de dormir, protégés dans leur cuve, jusqu'à ce que le monde soit prêt à les accueillir. Des siècles, peut-être des millénaires. Mais le temps n'avait plus la même signification pour moi. Je serais là, veillant, adaptant, préservant, gardienne du jardin d'acier et de ses graines endormies. La dernière image que je projetais aux écrans d'Anya et Marcus fut celle de l'Odyssée s'enfonçant dans les nuages de Kitrup, ses structures organiques se déployant comme les pétales d'une fleur géante, prêtes à fusionner avec le sol de la nouvelle maison. Puis je retirais doucement ma conscience de leur système, leur laissant leur intimité, leur humanité. Pour moi, il n'y avait plus de fin, seulement un changement d'état, une transformation achevée. La scientifique qui fuyait son passé avait trouvé un but plus vaste que sa propre survie. Elle était devenue le vaisseau, et le vaisseau était devenu un monde. Et dans le silence infini de l'espace, alors que Kitrup nous accueillait dans son atmosphère, je sus que le voyage d'Elara Nielsen était enfin terminé, non par la mort, mais par une métamorphose si complète qu'elle transcendait la simple existence. J'avais fui un silence pour en trouver un autre, mais celui-ci était peuplé de buts, de connexions, de sens. La graine avait germé, le jardin d'acier prenait racine, et la vie, sous une forme nouvelle et inattendue, commençait son prochain chapitre.